Quand est-ce qu'un objet cesse d'être lui-même? Le paradoxe du bateau de Thésée est une réflexion philosophique ancienne qui interroge la nature de l'identité et la continuité à travers le changement. Cette énigme invite à méditer sur ce qui constitue l'essence d'un objet, ou bien d'un être, et comment cette essence peut subsister malgré des transformations radicales. Selon la légende rapportée par Plutarque, le héros grec Thésée, après avoir vaincu Minotaure, entreprit un voyage de retour vers Athènes. Au fil du temps, le navire qui le portait subsistait d'usure. Pour préserver le vaisseau, les Athéniens remplaçaient progressivement les planches endommagées par de nouvelles pièces. Ce processus de réparation continua, jusqu'à ce que chaque composant du navire soit remplacé. La question qui en découle est donc, le navire ainsi reconstruit est-il toujours le même que celui d'origine? L'une des interrogations centrales est de savoir si l'identité d'un objet réside dans la matière dont il est composé ou dans sa forme et sa fonction. Si chaque planche du navire est remplacée, l'objet conserve-t-il son identité ou bien, dès que la matière change, une nouvelle entité émerge-t-elle? Le paradoxe met en lumière la tension entre continuité et changement. Un objet peut-il demeurer identique s'il subit des modifications continues? Cette réflexion s'étend au-delà des objets animés, pour englober les êtres vivants et même les institutions sociales. Ce dilemme s'applique également à la notion d'identité personnelle. À mesure que notre corps et notre esprit évoluent, restons-nous fondamentalement les mêmes individus? Les changements physiques, cognitifs et émotionnels affectent-ils notre essence? Le paradoxe du bateau de Thésée trouve des échos dans divers domaines modernes. Dans la biotechnologie et la médecine, les avancées médicales permettent de remplacer des organes ou des tissus humains. Sommes-nous toujours les mêmes avec le poumon de quelqu'un d'autre? De même pour les technologies et les objets numériques, le paradoxe du bateau de Thésée ne cherche pas une réponse définitive, mais invite chacun à réfléchir sur la nature de l'identité, mais sur ce qui définit réellement un objet ou un individu à travers le temps. Est-ce que c'est la constance de la matière, la préservation de la forme, la continuité de la fonction ou bien une combinaison de ces éléments qui fait qu'un objet reste le même? Et pour vous, quand est-ce qu'un objet cesse d'être lui-même? La question du libre arbitre interroge la nature de nos décisions. Sommes-nous véritablement libres de choisir nos actions, ou sommes-nous soumis à des déterminismes qui orientent inéluctablement nos choix? Cette interrogation a traversé les siècles, alimentant les débats philosophiques et scientifiques. Le philosophe néerlandais Spinoza, au XVIIe siècle, a apporté une perspective radicale sur cette question. Dans sa Lettre à Schuller, Spinoza suggère que l'idée du libre arbitre est une illusion. Il compare l'homme à une pierre lancée en mouvement, qui croit se déplacer librement, ignorant les causes qui l'y ont conduite. Selon lui, tout, y compris nos pensées et nos actions, est soumis à des causes antérieures. Ainsi, nos décisions, loin d'être le fruit d'une volonté libre, seraient le résultat d'une chaîne causale, ininterrompue. Si nos actions sont le produit de causes antérieures, cela remet en question notre responsabilité morale. Sommes-nous réellement responsables de nos actes si nous n'avons pas le pouvoir de les choisir librement? De plus, cette vision peut influencer notre perception de la justice et de la punition, car elle suggère que les individus agissent en fonction de déterminismes qu'ils ne contrôlent pas. Il est essentiel de différencier la liberté, en tant que capacité d'agir selon la volonté, et le libre arbitre, en tant que faculté de choisir indépendamment toute cause. Spinoza propose que la véritable liberté réside dans la compréhension des causes qui nous déterminent. En d'autres termes, être libre ne signifie pas agir sans cause, mais comprendre les influences qui guident nos actions, et ainsi acquérir une forme de liberté intérieure. Cette perspective invite à une introspection profonde. Prenons-nous réellement nos décisions de manière autonome ou sommes-nous le produit de notre environnement, de notre éducation ou de nos expériences passées? Reconnaître les influences qui façonnent nos choix peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Cependant, accepter cette vision peut être déstabilisant, car elle remet en question notre conception de l'autonomie et de la responsabilité individuelle. L'allégorie de la caverne, exposée par Platon dans son ouvrage La République, offre une réflexion profonde sur la nature de la réalité, de la connaissance et de l'illusion. Imaginons des individus enchaînés depuis leur naissance à l'intérieur d'une caverne sombre, contraints de regarder fixement un mur. Derrière eux, un feu ardent projette des ombres d'objets et de personnes qui passent devant l'entrée de la caverne. Ces prisonniers, n'ayant jamais vu autre chose, considèrent ces ombres comme la seule réalité existante. À travers cette métaphore,
Platon illustre comment les perceptions sensorielles peuvent nous enfermer dans une vision déformée du monde. Les ombres sur le mur symbolisent nos opinions et croyances superficielles, façonnées par les influences extérieures et les apparences. Ces perceptions limitées nous empêchent d'accéder à une compréhension plus profonde et authentique de la réalité. L'évasion d'un prisonnier, qui parvient à se libérer et à sortir de la caverne, représente le cheminement difficile vers la connaissance véritable. Au début, il est ébloui par la lumière du soleil, symbole de vérité suprême et du bien. Cette transition douloureuse reflète les défis auxquels nous devons faire face, lorsque nous remettons en question nos croyances établies et cherchons à comprendre le monde au-delà des apparences. Une fois habitué à la lumière, le prisonnier libéré perçoit la réalité dans toute sa splendeur et comprend que ce qu'il avait pris pour vérité n'était que l'ombre d'une réalité plus vaste. Poussé par le désir de partager cette révélation, il retourne dans la caverne pour libérer ses compagnons. Cependant, ceux-ci rejettent son récit, préférant la familiarité de leur monde à l'incertitude de la lumière extérieure. Cette réaction souligne la résistance humaine au changement et à la remise en question de nos convictions profondes. Platon, à travers cette allégorie, invite chacun de nous à réfléchir sur nos propres perceptions et à reconnaître les limites de notre compréhension. Sommes-nous comme les prisonniers, enfermés dans nos illusions et acceptant passivement ce qui nous est présenté comme tel, ou avons-nous le courage et la curiosité de chercher au-delà des ombres, d'explorer les vérités cachées et de remettre en question nos certitudes? Cette réflexion nous pousse à envisager la possibilité que notre réalité perçue ne soit qu'une fraction de la vérité, nous encourageant à entreprendre un voyage intérieur vers la connaissance et l'éveil. La question de savoir si on doit agir moralement par obligation ou par compassion invite à une réflexion profonde sur les fondements de nos actions éthiques. D'un côté, certains philosophes comme Emmanuel Kant soutiennent que la moralité découle du devoir, c'est-à-dire l'obligation d'agir. De l'autre, des penseurs tels que Arthur Schopenhauer plaident que la compassion est une forme d'empathie envers la souffrance d'autrui. Kant introduit le concept d'impératif catégorique, selon lequel une action est moralement valable que si elle peut être universalisée, c'est-à-dire si la maxime qui la guide peut être adoptée par tous sans contradiction. Pour Kant, agir moralement signifie accomplir son devoir par respect pour la loi morale, indépendamment des inclinaisons personnelles ou des conséquences. Ainsi, même si on n'éprouve pas de sympathie particulière pour une personne, l'obligation morale de l'aider en cas de besoin demeure. Cependant, cette perspective kantienne a été critiquée par Schopenhauer qui considère que la morale ne peut pas être fondée sur des principes abstraits ou universels. Selon lui, la moralité doit s'adapter à la situation particulière de chacun. Schopenhauer affirme que la véritable base de la morale est la compassion, cette capacité à ressentir la souffrance d'autrui, à être motivé, à y répondre. Pour lui, l'action morale découle d'une reconnaissance intuitive de la souffrance et des autres, ce qui nous pousse à les aider sans attendre de récompense. Cette opposition entre éthique du devoir et éthique de la compassion soulève des questions universelles sur la nature de nos actions morales. Agissons-nous moralement parce que nous reconnaissons une obligation universelle qui transcende nos sentiments personnels, ou est-ce que c'est notre capacité à ressentir et à comprendre la douleur d'autrui qui nous pousse à agir de la manière éthique? La réponse à cette question influence non seulement notre conception de la moralité, mais aussi la manière dont nous structurons nos sociétés et nos systèmes juridiques. En définitive, cette réflexion nous invite à examiner nos propres motivations et à considérer si nos actions sont guidées ou non par un sens du devoir impersonnel. Peut-être que la véritable moralité réside dans un équilibre entre ces deux approches, intégrant à la fois reconnaissance de principes universels et compréhension d'expériences individuelles. Alors, doit-on agir moralement ou bien par compassion? La question de savoir si mentir pour protéger quelqu'un est justifiable plonge au cœur des débats philosophiques sur la moralité, l'éthique et les conséquences de nos actions. À travers les siècles, divers penseurs ont offert des perspectives contrastées sur ce dilemme moral. Immanuel Kant, philosophe du XVIIIe siècle, est catégorique. Le mensonge est toujours immoral, indépendamment de ses conséquences. Dans son essai d'un prétendu droit de mentir par l'humanité, Kant soutient que la vérité est un impératif catégorique, une règle morale absolue, qui ne souffre aucune exception. Selon lui, si tout le monde mentait, la notion même de vérité serait dévaluée, rendant la communication et la confiance mutuelle impossibles. Ainsi, même pour protéger une vie innocente, mentir serait inacceptable, car cela violerait le principe moral universel de véracité.
En revanche, Benjamin Constant, un contemporain de Kant, offre une perspective différente. Dans ses Rédactions politiques, Constant argue que le devoir de vérité n'est pas absolu et que certaines vérités peuvent nuire à autrui. Il propose que mentir pour protéger quelqu'un peut être moralement justifiable, surtout lorsque la divulgation de la vérité causerait un tort injustifié. Par exemple, mentir à un assassin pour sauver la vie d'un ami serait selon Constant une action morale, car le devoir de protéger la vie prime sur l'obligation de dire la vérité. Cette divergence de point de vue entre Kant et Constant reflète deux approches éthiques et distinctes. Le kantisme, avec son insistance sur ses principes moraux universels et inconditionnels, et le conséquentialisme, qui évalue une moralité d'une action en fonction de ses conséquences. Selon cette perspective, si mentir conduit à un bien plus grand ou évite un mal plus grand, il peut être considéré comme moralement acceptable. Au-delà de ces catégories, la question invite à réfléchir sur la nature du mensonge lui-même. Est-ce un simple outil de communication ou un acte moralement chargé? Le mensonge peut-il être justifié par des intentions altruistes ou est-il intrinsèquement mauvais, quelles que soient les motivations? De plus, cette réflexion soulève des questions sur la confiance sociale. Si mentir est parfois acceptable, comment maintenir des relations basées sur une confiance et une honnêteté? En fin de compte, la question de la justifiabilité du mensonge pour protéger quelqu'un ne trouve pas de réponse simple ou universelle. Elle dépend largement des valeurs personnelles, des contextes et des situations spécifiques. Ce débat continue de nourrir les discussions philosophiques et éthiques contemporaines, reflétant la complexité des dilemmes auxquels l'humanité est confrontée. Et toi, penses-tu que mentir pour protéger quelqu'un, c'est justifiable? La réalité est-elle physique ou bien mentale? La question de savoir si la réalité est de nature physique ou mentale a été au cœur des débats philosophiques pendant des siècles. Le matérialisme est une doctrine philosophique qui postule que la matière est la substance fondamentale de l'univers et que tous les phénomènes, y compris la pensée et la conscience, résultent de l'interaction de particules matérielles. Selon cette perspective, tout ce qui existe est matériel et la réalité physique est la seule réalité véritable. Les matérialismes considèrent que les objets et les événements du monde sont indépendants de notre perception ou de notre conscience. Cette vision s'oppose au dualisme, qui sépare l'esprit et la matière comme deux substances distinctes. Le matérialisme rejette l'existence de toute entité immatérielle, telle que l'âme ou l'esprit, en tant que substance séparée. Le matérialisme affirme que la pensée est le produit du cerveau et de ses processus physiques. Par exemple, les émotions et les pensées sont vues comme des résultats de réactions chimiques et électriques dans le cerveau. Cette perspective est souvent associée à une vision scientifique et empirique du monde, où les phénomènes sont expliqués par les lois naturelles et des observations mesurables. En revanche, l'idéalisme est une doctrine philosophique qui soutient que la réalité est essentiellement mentale, spirituelle ou idéale. Selon cette perspective, l'esprit ou la conscience est la substance fondamentale de l'univers et la matière n'existe que comme une manifestation de l'esprit. Les idéalistes croient que la réalité physique est en quelque sorte dépendante de l'esprit et que nos perceptions mentales constituent la véritable nature du monde. Par exemple, l'idéalisme subjectif, comme celui proposé par le philosophe George Berkeley, suggère que les objets n'existent que dans la mesure où ils sont perçus par un esprit. Selon cette vision, l'existence des choses est conditionnée par leur perception. D'autre part, l'idéalisme objectif, tel que celui de Hegel, postule l'existence d'une réalité idéale objective, indépendante de l'esprit individuel mais accessible à la raison humaine. Dans cette perspective, l'histoire et la culture sont vues comme des expressions de l'évolution de l'esprit absolu. Le matérialisme et l'idéalisme offrent des explications opposées sur la nature de la réalité. Le matérialisme insiste sur l'objectivité et l'indépendance de la réalité physique, tandis que l'idéalisme sur la primauté de l'esprit et de la perception. Cette opposition soulève des questions fondamentales sur la relation entre l'esprit et le corps. En tant qu'individus, faisons-nous l'expérience d'un monde qui semble à la fois matériel et mental? Sommes-nous simplement des observateurs passifs d'une réalité matérielle? Ou bien notre conscience joue-t-elle un rôle actif dans la création et la perception de cette réalité? Cette question invite à une exploration approfondie de nos croyances, de nos perceptions et de notre compréhension de l'univers. En fin de compte, la réalité est-elle physique
comme le dit le matérialisme, ou bien mental, comme le dit l'idéalisme. Le rasoir d'Occam, également connu sous le nom de principe de parcimonie, est un concept philosophique attribué au moine franciscain anglais Guillaume Occam. Ce principe suggère que, face à plusieurs explications possibles pour un phénomène donné, il est préférable de retenir la plus simple, c'est-à-dire celle qui nécessite le moins d'hypothèses non vérifiées. En d'autres termes, il préconise de ne pas multiplier les entités ou les suppositions au-delà de ce qui est nécessaire pour expliquer un phénomène. Cette idée trouve ses racines bien avant Occam. Par exemple, Aristote, le philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, exprimait déjà une pensée similaire, en affirmant qu'il est préférable de prendre des principes moins nombreux, et de nombres limités. De même, un adage scolastique dérivé d'Aristote stipule que c'est en vain que l'on fait avec plusieurs ce que l'on peut faire avec un petit nombre. Ces formulations antérieures illustrent que la quête de simplicité dans l'explication n'est pas une idée nouvelle, mais qu'elle a traversé les siècles, s'affinant au fil du temps. Dans le contexte scientifique et philosophique, le rasoir d'Occam, ou d'Occam, sert de guide pour élaborer des théories et choisir parmi différentes hypothèses. Il ne s'agit pas de déclarer que la solution la plus simple est nécessairement la correcte, mais, plutôt qu'en l'absence de preuves contraires, la simplicité est préférée. Cette approche vise à éviter l'introduction de concepts ou d'entités inutiles qui compliqueraient inutilement l'explication d'un phénomène. Cependant, il est crucial de ne pas interpréter ce principe comme une invitation à simplifier à l'extrême ou à ignorer les complicités inhérentes de certains phénomènes. La simplicité recommandée n'est pas celle qui néglige les détails essentiels, mais celle qui va à l'essentiel, sans ajouter de suppositions non fondées bien sûr. Ainsi, le rasoir d'Occam nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous construisons nos explications, et à être conscient de la tentation d'ajouter des couches d'hypothèses qui n'apportent aucune valeur d'explicatif supplémentaire. Et toi, penses-tu que la simplicité est toujours préférée dans n'importe quelle situation ? La liberté d'expression a-t-elle ses limites ? La liberté d'expression est un pilier fondamental de nos sociétés démocratiques, permettant à chacun de partager ses idées, ses opinions et ses croyances. Cependant, cette liberté est absolue, ou existe-t-elle des limites justifiées ? Cette question était au cœur de nombreux débats philosophiques et juridiques durant des siècles. La liberté d'expression est généralement perçue comme le droit de communiquer ses pensées sans ingérence. Elle est protégée par divers instruments juridiques tels que l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui stipule que la libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l'homme. Ces textes illustrent l'importance accordée à cette liberté dans le développement des sociétés modernes. Même les défenseurs les plus fervents de la liberté d'expression reconnaissent qu'elle n'est pas illimitée. Prenons un exemple. Il est considéré comme inapproprié et dangereux de proférer des menaces de mort ou de diffuser des propos diffamatoires. Ces actes peuvent causer des paniques inutiles, des préjudices personnels ou miner la réputation d'individus sans fondement. Ainsi, la société a mis en place des restrictions pour prévenir de tels abus. Les limites de la liberté d'expression peuvent être regroupées dans plusieurs catégories. La diffamation et l'injure, les discours incitant à la haine et la préservation de l'ordre public. Les philosophes se sont longuement interrogés sur la nécessité de la nature de ces limites. Doit-on censurer certains discours pour protéger la société, ou bien la liberté d'expression doit-elle être totale, même au détriment de l'harmonie sociale ? Certains avancent que la censure est incompatible avec les principes démocratiques, arguant que toute restriction à la liberté d'expression est une restreinte à la dignité humaine et à l'autonomie individuelle. D'autres estiment que certaines limites sont essentielles pour prévenir les discours nuisibles et protéger les individus et les groupes vulnérables. L'un des défis majeurs réside dans la définition précise de ces limites. Où tracer la ligne entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Par exemple, les propos humoristiques ou satiriques qui critiquent les figures politiques peuvent-ils être considérés comme de la diffamation ? Jusqu'où peut-on aller dans la critique sans franchir la frontière de l'injure ? De plus, avec l'avènement des plateformes numériques et des réseaux sociaux, la diffusion rapide d'informations a complexifié la gestion de la liberté d'expression. Les discours haineux peuvent se propager à une vitesse alarmante,
rendant leur régulation d'autant plus ardue. Tandis que cette liberté est essentielle au fonctionnement d'une démocratie, il est également crucial de reconnaître que la liberté d'expression peut avoir des conséquences néfastes si elle est utilisée de manière irresponsable. Et vous, pensez-vous que la liberté d'expression doit avoir ses limites ?